Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on vous partage 4 pièges en crypto que les débutants se font avoir. Donc, sur ce, bonne écoute. Comme vous savez déjà, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque de potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc toujours utiliser de l'argent pour vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. C'est bon. Donc, gros sujet aujourd'hui. Les 4... c'est quoi déjà? 4 pièges. Les 4 pièges des débutants en crypto. À éviter, qu'il faut éviter bien sûr. Hein. Prenez-vous pas les pièges. Pourquoi, selon vous, les débutants se font avoir? De manière générale. Un des éléments, moi je dirais l'élément principal qui fait que pour moi la plupart des débutants perdent de l'argent, c'est qu'ils pensent faire beaucoup d'argent. Donc vouloir faire de l'argent leur fait perdre de l'argent. Exact. Ironique. Gory? Moi, je dirais avoir une mauvaise éducation. Pas juste quand ça vient aux connaissances reliées au trading, mais aussi avoir une mauvaise éducation aux connaissances qui revient à soi-même. Comme tu n'as aucune connaissance de tes émotions, tu n'es pas conscient de tout ça. Intéressant. So, on va rentrer dans le piège numéro 1. OK? Le FOMO. Fear of missing out. Je crois que c'est le point le plus simple à venir trouver quand on se pose des questions genre sur les différents éléments, des pièges, etc. Le FOMO, parfois les gens se posent la question est-ce que je FOMO ou pas, mais déjà quand tu te poses la question, c'est qu'il y a peut-être déjà un premier problème. Maintenant, qu'est-ce que vraiment le FOMO? C'est le fait de penser que tu vas être en retard par rapport à une situation de marché. Le fait de penser que le projet sur lequel tu veux investir va partir sans toi et que indépendamment d'une analyse fondamentale, analyse technique du projet, tu préfères rentrer sur le projet plutôt que de le laisser partir. Ça s'appelle du FOMO. Quels sont les signes qui te montrent que tu fais du FOMO? Comme je disais, c'est déjà quand tu penses au fait que tu es potentiellement en train de FOMO et ou alors lorsque tes émotions prennent le pas sur ton investissement et que tu veux tellement investir sur ce projet-là que tu mets de côté toutes les choses logiques qu'on est censé faire quand on vient investir, c'est-à-dire fondamentales et techniques sur le projet. Donc, en fait, ce qui vient déterminer ce FOMO-là, en l'occurrence, c'est littéralement quand tes émotions prennent le dessus sur tes actions. Et c'est la pire des choses qu'on va venir faire en investissement parce qu'il y a, sur ces bases-là, sur la base de la gestion de ces émotions-là, que tu viens faire la plupart des erreurs en investissement. Et parfois, il est bien plus intéressant de laisser passer le train plutôt que de le prendre au mauvais moment. Et puis, pour le coup, en fin de compte, ce qui est presque encore pire, c'est que le FOMO que tu viens faire quand tu viens investir te fait prendre de mauvaises décisions encore par la suite parce que du fait que tu sois rentré au mauvais moment, tu vas pas nécessairement avoir les bons prix pour pouvoir ressortir. Donc, tu vas vouloir attendre que le prix monte encore plus, qu'il n'arrivera pas. Et c'est comme ça que tu vas te faire avoir et perdre de l'argent. Donc, pour moi, c'est ça le FOMO. Moi, j'ai une question pour toi maintenant. Dis-moi, j'aime bien. Parce qu'on parle souvent d'émotions, puis je pense que au fil des 200 et quelques épisodes, je pense qu'on est rendu à l'heure actuelle. Vu qu'on parle souvent d'émotions, puis je pense que les gens ils ont compris que les émotions, c'est un gros enjeu. Comment est-ce que tu pourrais décrire ou aider quelqu'un à comprendre qu'en ce moment ou dans telle situation, t'es émotionnel? Parce que, tu sais, pour certaines personnes, ça va être difficile d'identifier le fait qu'ils sont émotionnels à l'heure actuelle, mais pourtant, ils le sont. C'est très bon. Déjà, un point que j'ai pas encore dit jusqu'à présent, c'est que les émotions, elles sont logiques, elles sont normales. Je veux dire, tu peux pas littéralement le mettre de côté et puis tu peux pas te dire, moi, je ne veux pas avoir d'émotions ni dans mon trading, ni dans mes investissements. Et c'est même encore pire de penser de cette manière, de penser du fait que t'as pas d'émotions, parce que littéralement t'en as. Donc l'idée au contraire c'est plus de se dire j'ai des émotions, je les comprends, je sais que je les ai et je vais faire tout pour en l'occurrence passer outre ou trouver des solutions en lien avec ça. Maintenant ta question c'était répète-la moi. Comment est-ce que tu pourrais aider une personne à comprendre qu'en ce moment elle est émotionnelle même si elle pense qu'elle ne l'est pas? Ok. Je te dirais que ce soit pour du trading ou de l'investissement, en investissement, tu viens analyser le marché. En trading, tu viens analyser le marché également. Si tu viens sortir de ton analyse ou si tu viens sortir d'un plan, imaginons, de trading,
ben, c'est que tu as de grandes chances d'être émotionnel et de prendre des décisions émotionnelles sur la base de quelque chose qui n'est pas fondamentalement ton plan d'investissement ou ton plan de trading. Donc, je dirais que le plus simple pour éviter d'être dans ce genre de situation, eh bien, c'est d'écrire ce que tu es censé faire. C'est pour ça qu'on travaille sur des plans de trading, sur des plans d'investissement, sur des plans d'entrée, sur des plans de sortie, avant qu'on soit dans une situation à rentrer ou sortir. C'est pas lorsque tu vas prendre un trade que tu vas bâtir ton plan de trading. C'est pas lorsque tu vas vouloir potentiellement sortir, que le marché va être super haut en investissement, que tu vas te dire « Oh, comment est-ce que je trouve une solution pour sortir du marché ?» Tu es censé le faire avant pour mettre de côté tes émotions. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, savoir que tu as des émotions, c'est important. Se dire que tu n'en as aucune, c'est totalement faux. Et savoir comment les gérer, c'est encore mieux. Mais l'idée de les mettre de côté, l'idée de se dire que j'ai aucune émotion sur le marché, moi, je connais très peu de personnes qui le font. C'est préférable de se dire j'ai des émotions, mais je sais les gérer, plutôt que de se dire j'ai aucune émotion. Ouais, prochain point, en fait, je vais te lancer à toi, Gory, parce que t'adores en parler. Le manque de gestion de risque. Yeah, 100%. Ben, premièrement, c'est quoi avoir une bonne gestion de risque? C'est très simple. Tu vois, je vois certaines personnes, ils risquent $100 pour pouvoir faire un profit de $20. Là, déjà, là, tu as une mauvaise gestion de risque. Alors, en résumé, des choses que les gens ne prennent pas en considération, c'est que certaines personnes, ils n'ont pas un bon point d'entrée. Ensuite, les gens ne prennent pas en considération les spreads. Des fois, les spreads sont vraiment énormes. Si tu fais du scalping avec un gros spread de 100 200 pips, ça va être difficile un petit peu. OK? Et finalement, les commissions. Les commissions qui sont super importantes. Moi, ça m'a déjà arrivé où que, admettons, je te donne un exemple, je suis en profit de comme 100$, admettons. Et là, ma commission est de plusieurs dizaines de dollars. Puis je suis comme, bro, c'est la moitié de mes profits que ça va en commission, tu vois. Alors, c'est des genres de choses comme ça que tu dois prendre en considération. Alors, c'est des petites choses que, comme quand tu décides de te lancer en trading, assure-toi que tu es conscient. Et dernière chose, aussi, ça, c'est une opinion personnelle. OK? Je pense que quand tu es débutant, c'est préférable d'avoir un risque en pourcentage qui est constant, qui est stable. Par exemple, moi, quand je trade sur des pro-firmes, je risque 0,5%. Mais quand je trade à travers un broker, mes risques sont généralement autour de 3%. C'est quelque chose qui est fixe. Je pense que quand tu es débutant, tu devrais avoir quelque chose qui est fixe. Pourquoi? Parce que ça te permet de pouvoir collecter des données. Et avec ces données, tu pourrais regarder qu'est-ce que tu as besoin de t'améliorer et qu'est-ce que tu as besoin de changer. Tu vois, quand ça vient à ta stratégie de gestion de risque. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé, puis je ne veux pas rentrer trop dans les détails par rapport à ça, mais on en a parlé dans d'autres épisodes. C'est quelque chose qu'on en parle aussi avec les étudiants. Tu vois, c'est quelque chose qu'on appelle les G20. Le plus de G20 que tu fais, le plus que ça va être clair ta stratégie de gestion de risque, plus que ça va être clair toutes les potentielles erreurs que tu pourrais faire, que ce soit avec tes émotions, avec tes skills, etc. OK? Vas-y, Matt. Je veux dire, Sam? Moi, par rapport à la gestion de risque, je pense que la première chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est le prix à laquelle tu achètes l'actif. Je pense, tu veux juste comprendre deux choses. Qu'est-ce que tu achètes et le prix auquel tu l'achètes. C'est le plus important. Ça, c'est la base de ta gestion de risque parce que quand tu comprends ce que tu achètes et donc maintenant tu peux venir analyser le prix que cette chose vaut, tu es donc capable d'avoir la meilleure qualité possible comme actif au meilleur prix possible. Et donc, tu viens de minimiser ton risque énormément parce que tu l'as à un bon prix et tu viens de maximiser le potentiel gain. Et la première gestion du risque, ce n'est pas la volatilité d'un actif, c'est le prix à laquelle je l'achète. Parce que l'actif peut être extrêmement volatile, mais si la volatilité est dans mon sens, puisque je l'ai acheté super bas, tu vas être bien content. Donc, moi, je pense que c'est vraiment d'analyser la qualité de ce que j'achète comme actif et le prix auquel je l'achète. Et ça, c'est aussi vrai pour de l'investissement dans des stocks, dans de l'immobilier, dans de la crypto, que même du forex, même des devises.
les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'ils achètent. Comme par exemple, en 2007, là, c'était USD GPB. Et GPY. Non, c'était GPB USD, excusez-moi. Le Grand Britain GPB, le Grand Britain Pound, le livre sterling, avec le dollar US. Et le livre sterling par rapport au dollar US en 2007, il était à 2 dollars et il est même allé à 2 dollars et des poussières. Ça veut dire que tu devais payer 2 dollars US, 2 dollars US pour avoir un livre sterling. Mais les gens, ce qu'ils ne réalisent pas, même dans le Forex, c'est que tu étais prêt à dire à ce moment-là que le livre sterling, qui est basé sur l'économie du pays et globalement leur échange, etc., du livre sterling valait 2 dollars américains. C'est comme évaluer une compagnie, c'est comme évaluer un projet crypto puis essayer de déterminer le prix. Mais là, quand tu viens déterminer le prix des devises, c'est la même chose. Ça veut dire que fondamentalement, toi, tu pensais, il y avait les gens qui étaient assez fous pour se dire « Je vais payer 2 US pour un livre sterling ». Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé de 2 dollars, 2 dollars US par livre sterling à 1,20 dollar. Le livre sterling a commencé à crash, le dollar américain se restabilisait un peu et ça a été un short de fou, là, guys. Imaginez, là, c'est du Forex, là. Ça allait de 2 dollars par livre sterling à 1,20 par livre sterling. C'est comme un short de malade mental, là. C'est une descente de fou. Ça a juste fait comme quelques hauts et ça a commencé à drop. Mais vous réalisez que fondamentalement et tout ça, les gens se sont dit que mettre des longues, même avec du leverage, là, mettre des positions d'achat ou de vente avec levier, se sont dit que ça pouvait être une bonne idée de faire des achats sur un livre sterling qui était en train de se vendre 2 dollars US le livre sterling. T'es complètement malade mental, tu comprends rien au marché, là. Tu comprends rien au marché en général, macroéconomiquement, microéconomiquement, fondamental. Tout ce que tu veux, tu comprends juste rien. So, il faut vraiment garder ça en tête. Comprendre qu'est-ce que je suis en train de trader ou investir et la valeur de ce que je suis en train de trader et investir. C'est la base. Autant même pour trader le Forex. Parce que les gens qui étaient en train de long du livre sterling à 2 dollars, le livre sterling, c'était malade mental. D'ailleurs, ils se sont fait complètement défoncer. C'est comme ceux qui ont acheté du Bitcoin à 60 000 au dernier bull run. Donc, toujours comparer aussi par rapport à quoi? J'achète du Bitcoin par rapport à quoi? Par rapport à du dollar américain. Ça aussi, ça peut avoir un impact. Parce que si le prix du dollar américain, pour une raison X, il commence à crash, là, ben, tu as l'impression que le prix du Bitcoin va augmenter. Mais est-ce que c'est vraiment le prix du Bitcoin qui augmente? Ou c'est que le dollar américain est tellement en train de crash que tu as besoin de plus de dollars américains pour avoir le même Bitcoin? Parce qu'il est en train de crash. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'inflation, en grande partie, c'est pas nécessairement juste le prix. En fait, en grande partie, c'est pas le prix des choses qui augmente. C'est surtout la perte de la valeur de la monnaie. Donc, si ma monnaie vaut moins, je dois en donner plus pour avoir la même chose. Ça aussi, il faut le prendre en considération. Donc, c'est toujours qu'est-ce que je trade ou j'investis dedans? C'est quoi l'actif? C'est quoi qui ça vaut? Quel est son vrai prix? Et par rapport à quoi je le compare? Parce que tu ne vas pas mettre le même trade sur USD JPY que sur USD avec le dollar zimbabwéen. Ça ne va pas du tout être le même, le même trade. Donc, c'est aussi par rapport à quoi tu le compares. Pour des investissements plus traditionnels comme les stocks, l'immobilier, la crypto, il y a un peu moins cette comparaison. Mais quand tu rentres, par exemple, le livre sterling par rapport au dollar américain, t'es vraiment mieux de faire la comparaison, là. Alors ça, c'est un truc que j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas non plus. Comme mon ami, t'es en train de te dire que t'es en train d'acheter telle devise et tu penses que ça vaut X, Y, Z. Comme là, présentement, le dollar canadien, on est en train de dire, ben, un dollar américain, ça vaut 1,45 canadien. Il faut venir poser le poids fondamental jusqu'à quel point ça fait vraiment du sens. Ça se peut que ça soit vrai. Ça se peut que, comme pour la crypto, tu réalises que c'est surévalué. Tu peux te créer une idée fondamentale vraiment forte que tu sais que tu vas commencer à short ou, dans certains cas, commencer à long. Donc, je pense que c'est ça qui manque comme compréhension aux gens. Vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder et ce que ça vaut. Je vais te demander, Sam,
Toi, je sais que Sam, tu as lu des millions, des milliards de livres, tu vois. Pas d'exagération du tout. Hein. Ouais. Des milliards de livres. Alors moi, j'ai un livre la seconde. Ouais. Puis, parmi tous les livres que tu as lus, ça serait quoi un livre que tu penses que ça pourrait aider les gens quand ça vient avoir une bonne gestion des risques reliés au monde des investissements? Un livre. Bro. C'est comme si tu me dirais, tu peux me donner un livre sur... Vas-y avec un top 3. Là. Top 3, vas-y. Je pense que... Un livre, Trading in the Zone. Autant pour l'investissement que pour le trading, parce que c'est les concepts qu'il explique dedans. Puis là, les gens vont me dire, mais dans Trading in the Zone, il m'apprend pas comment gérer mon risque. Non, il t'apprend comment gérer tes couilles. Comment gérer tes émotions. Comment gérer le petit être humain qui pleurniche puis qui s'excite pour tout. Puis ça, c'est la première chose. So, avant que les gens ils commencent à se dire, je veux gérer le risque, mais le plus gros risque, c'est toi. So, faut que tu commences par apprendre à te gérer. So, Trading in the Zone de M. Mark Douglas. Autant pour le trading que l'investissement. Ce qu'il dit dedans, si tu veux juste voir pour le trading, tu vas juste voir pour le trading. Sois ouvert d'esprit et adapte-le. Et c'est aussi vrai pour le trading que pour l'investissement. Nice. So, là, on a passé au travers de 2 pièges sur 4, FOMO puis manque de gestion de risque. Si on passe sur le 3e, la question s'adresse surtout pour toi, Sam, c'est négliger la sécurité. Parce que là, on parle principalement de crypto, surtout en ce moment, comme il y a un peu de hype qui commence à se créer sur la crypto. Donc, le piège numéro 3, c'est de négliger la sécurité. So, est-ce que tu peux donner des exemples concrets puis justement amener des solutions par rapport à ça? Ouais, ben, il y a cette grosse croyance. Souvent, j'entends les gens qui me disent, ouais, la crypto, tu sais, il y a des dangers, c'est risqué. Puis souvent, je le dis, c'est comme prendre une carte de crédit maintenant ou ta carte bleue, ta carte de banque, écrire ton NIP dessus, là, ton code, tu sais, quand tu vas acheter des choses. Et puis, tu fais juste prendre un marqueur, là, un gros Sharpie, puis tu notes ton code dessus. Et après, tu laisses un petit mot, voici mon code. Et tu laisses ta carte dans la rue. Et là, tu vas me dire, ah, ben, c'est pas sécuritaire. Non, c'est pas ta carte qui est pas sécuritaire. C'est avoir pas pris soin de ta carte qui fait en sorte qu'elle est restée dans la rue et avoir écrit ton NIP dessus. C'est ça qui est pas sécuritaire. Et les gens dans la crypto, c'est un petit peu ça qu'ils font. C'est comme, ah ouais, mais c'est pas sécuritaire. Mais ils prennent leur carte, puis ils sont comme, qui veut ma carte? Puis ils la lancent dans la rue, puis ils ont écrit leur code dessus. La crypto, c'est extrêmement sécuritaire. C'est juste que les gens font les choses de la mauvaise façon. Premièrement, ils mettent toutes leurs applications sur un téléphone qui a une carte SIM. Tu devrais jamais faire ça. Ils s'en vont au Starbucks, ils se connectent au Wi-Fi public du Starbucks avec leurs ordinateurs, avec leur MetaMask dessus. Ils connectent n'importe quel chargeur, n'importe quel périphérique Bluetooth. En gros, c'est simple. Utilise un appareil, même si c'est ton ordinateur, même si c'est une tablette, même si c'est un vieil ordinateur, même si c'est un téléphone. Tu veux juste, si c'est un téléphone qui n'a pas de carte SIM, et que ça soit vide, et tu l'utilises pour ça. Prends-toi un vieil ordinateur ou un petit ordinateur pas si cher, là. De toute façon, faire des transferts crypto, t'as pas besoin de beaucoup de données, là. Tu vas pas commencer à aller dans les métaverses et tout. Achète-toi un petit ordinateur à 500 balles si tu veux, n'importe quoi, là. Puis, tu ne connectes jamais à aucun Wi-Fi, tu l'utilises jamais pour rien, tu l'utilises juste pour faire ta crypto ou une tablette, peu importe. Comme ça, tu sais que c'est pas connecté à n'importe quel Wi-Fi, tu le connectes à aucun Wi-Fi sauf ton réseau chez toi que tu connais ou ton téléphone. Quand je dis ton téléphone, c'est pas le Wi-Fi du téléphone, c'est tes données. Tu le connectes pas à du Bluetooth ou des choses comme ça. Fais juste garder l'appareil isolé et étanche de toutes sortes d'appareils et de connexions que tu connais pas. Puis garde pas les choses sur ton téléphone avec une carte SIM. Et voilà, juste fais les... That's it. Tu fais tes comptes. Si tu fais des comptes officiels, fais-toi un proton-mail. Pas un email genre Hotmail ou si je fais mot de passe oublié, je reçois le message où? Sur mon téléphone. Ben oui, tu sais. Hotmail, mot de passe oublié. Ah, voilà, sur son téléphone. Merci beaucoup, JP, c'est là ton mot de passe, merci. Fais pas ça. Fais-toi un nouveau email dans le meilleur des cas. Si tu veux pas que ça... Moi, je te dirais, fais un email encrypté comme un proton-mail ou des choses comme ça. Mais sinon, crée-toi un nouveau email juste pour ça, qui est ouvert, que tu ouvres juste sur cet ordi-là. Et comme ça, personne ne peut genre demander une récupération de mot de passe.
Ensuite, tu te fais un 2FA. Tout ça, ça a expliqué. Tu vas sur Binance, tu vas sur Kraken, ils te disent faites-vous un 2FA. Tu fais ton 2FA. Tu fais juste les choses de base comme ça. Pas avoir ton email sur ton téléphone. Je veux dire, c'est pas sorcier. Tu as tes seed phrases. Hein? Quand tu crées des comptes, tu vas avoir tes seed phrases parce que si c'est un échange, bon, tu as un mot de passe, un email, mais si tu crées un wallet, la seule façon de récupérer ce wallet, c'est avec tes mots. Ou ton private key, mais on va pas rentrer là-dedans. Pour l'instant, on va juste parler des seed phrases. D'habitude, c'est entre 12 à 24 mots, mais en général, pour la plupart des wallets, c'est 12 mots. Mais j'ai vu des gens qui notent leurs mots sur leur ordinateur. Bah merci, quoi. Si je me connecte à ton ordinateur, j'ai vu des gens qui le sauvegardent dans leur Drive, Google Drive, sur leur qui ont accès sur leur téléphone. Ou ils prennent des screenshots. Ou ils prennent des screenshots. Bro, tes seed phrases sont là. Non, écris-le sur un papier. Bonne vieille méthode. Personne ne peut hacker un papier crayon, ou peu importe comment tu veux le noter. Il y a même des trucs qui se vendent pour que ça se fasse engraver dans des plaquettes de métal pour pas qu'il résiste au feu et à tout. Range-le quelque part en sécurité. Fais-toi 2-3 copies si tu veux. Tu les mets à différents endroits, comme ça tu les perds pas. Et voilà, tu as accès à tes seed phrases pour récupérer ton compte. Et c'est physique. C'est pas là, tu as pris un screenshot sur ton ordinateur, quoi. Sur ton téléphone. Ouais. Puis, moi, côté trading, quelque chose que je vais ajouter, c'est j'ai un super de bon ami à moi. Hein. Il a fait énormément d'argent avec le trading. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que parce qu'il n'a jamais lu les termes et les conditions de ce broker-là, il ne pouvait pas retirer plus... Il pouvait juste retirer un peu d'argent tous les mois. Mais il y a tellement d'argent dans son broker. Alors, prends le temps de t'assurer de lire les termes et les conditions. Prends le temps de regarder si ton broker est régulé ou pas. Tu vois? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'un broker n'est pas régulé, que c'est nécessairement mauvais. Mais sois conscient. Va lire les documents légaux dans des brokers de trading. Va lire les documents légaux de certains pro-firmes. Moi, j'ai eu des problèmes avec des pro-firmes où ils sont venus avec une nouvelle règle par rapport. Puis là, ils m'ont juste... Mais les propres firmes sont très forts pour ça parce que ce qu'ils veulent, c'est ton argent pour que tu passes un compte. Là. Ouais. Puis après, les brokers, tu sais, oui, je suis d'accord de lire les documents, mais des fois, les documents, ça peut être long. Mais tu peux le télécharger sur ton ordi, le drop dans le chat GPT, puis comme Exactement. créer une commande dans le chat GPT pour venir poser ta question, puis tu vas avoir la réponse à ta question. C'est ça la solution que j'allais proposer à tout le monde parce que les documents sont pas mal longs. Et regarde aussi si certains de ces pro-firmes, est-ce que c'est des A-book pro-firmes ou des B-book pro-firmes? On a déjà couvert ça dans un des épisodes. Mais c'est important de savoir parce qu'il y a des pro-firmes qui veulent réellement t'aider à faire de l'argent, tu vois. Puis il y en a d'autres que eux, leur main source, leur source principale pour faire de l'argent, c'est lorsque toi, tu perds de l'argent, tu vois. Alors, c'est ça. So, on a parlé de FOMO, manque de gestion de risque, négliger la sécurité. Dernier point, en 30 secondes chacun, ne pas être éduqué, formé. Let's go, JP. Piège numéro 4. Moi, je pense que c'est l'erreur la numéro 1. Puis, on a déjà parlé autant que tu peux avoir de très bonnes formations que tu peux avoir de très mauvaises formations. Que ce soit une formation qui soit payante, que ce soit une académie, que ce soit... des communautés, souvent que tu vas avoir des groupes sur Telegram, tu peux avoir des groupes également sur Discord. Tu en as de très bons, tu en as de moins bons, comme tu peux avoir de la bonne information sur YouTube, comme tu peux avoir du gros trash sur YouTube. Le plus important, c'est de s'éduquer et non nécessairement vers une personne qui t'enseigne une stratégie qui est donnée, parce que tu peux apprendre, par exemple, une stratégie X qui fonctionne pour une personne, un concept qui fonctionne pour une personne, mais ça ne va pas nécessairement fonctionner de ton côté. Fait que de suivre un ordre logique dans l'information, de suivre un ordre logique dans l'information, puis de valider aussi d'où est-ce que tu prends cette information-là. 100%. 100%. Ah, tu veux y aller? Yes. Ouais, yes. y aller. Le quatrième piège, comme dit JP, c'est le fait de ne pas être éduqué. Et en fin de compte, si on reprend les 3 autres pièges, ce qu'on peut également se dire, c'est que si tu étais réellement éduqué dans ce domaine, bah, tu ferais littéralement pas les 3 autres pièges non plus. Je reprends le premier, c'est le FOMO. Si tu as un minimum d'éducation dans ce domaine, tu n'es pas censé FOMO, ou alors tu es censé être conscient que tu FOMO, et ça fait toute la différence sur tes potentielles décisions. Le second, c'était le manque de gestion de risque.
quand tu es éduqué, tu es censé avoir un plan de gestion, un plan de risque, un plan de trading, un plan d'investissement, ce qui vient, en fin de compte, englober toute cette partie-là de gestion de risque. Et puis, la partie sécuritaire, tu es censé savoir où est-ce que tu investis, comment tu l'investis, sur quelle base ton portefeuille est sécurisé. Parce que tu es venu te développer en connaissances, en compétences dans ce domaine. C'est déjà ce que tu fais en nous écoutant en podcast. Donc, c'est déjà un bon point ici. Et donc, quand on regarde ces 3 éléments-là, tu te rends compte que tous ces éléments-là de piège, en fin de compte, peuvent être clairement mis de côté en te formant et en apprenant de la bonne manière dans ce domaine. Mais surtout, au-delà de ça, c'est que JP, on parlait tout de suite juste avant, c'est fais attention avec qui tu apprends, fais attention à ce que tu apprends et ce que tu crois. Mais plus tu vas apprendre de choses et plus tu vas développer ta capacité à réfléchir sur ce que te disent les personnes en face de toi, sur des vidéos, sur des sites, etc. Plus tu connais un domaine, plus tu vas pouvoir savoir est-ce que cette information, je peux la suivre, est-ce que je la mets de côté, est-ce qu'elle est vraiment intéressante ou pas. Et ça va se faire avec le temps, sur la base de l'éducation, sur la base des informations que tu vas percevoir, que tu vas recevoir, mais surtout sur le fait de commencer par s'éduquer. Parfait. Puis moi, de mon côté, avant Learn and Earn, je faisais partie de beaucoup de communautés et je suivais beaucoup d'éducateurs. Et il faut que tu fasses attention, qu'est-ce que ces éducateurs ou qu'est-ce que ces communautés mettent de l'avant? Est-ce qu'ils mettent de l'avant de la réelle éducation pour t'aider à devenir indépendant, ou sinon ils font juste se vanter « Oh, j'ai fait X montant d'argent », mais il n'y a pas une vraie éducation en arrière. Avec le temps, au début, j'étais tellement attiré par des gens qui faisaient énormément d'argent, tu vois, et je suivais ces personnes-là, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un fait beaucoup d'argent, qu'il est réellement bon en trading, ou sinon il est réellement un bon professeur. Alors, quelque chose que j'aime vraiment de notre communauté, c'est que, oui, il n'y a rien de mauvais de se vanter de temps en temps, mais quelque chose que j'adore vraiment de notre communauté, c'est le fait que les gens mettent de l'avant l'éducation. OK, ils ont gagné un trade, ensuite ils expliquent comment ils ont gagné ce trade, tu vois. Moi, je m'en fous combien d'argent que tu fais, je veux savoir comment tu l'as fait. C'est ça la partie la plus importante. Alors, quand tu prends une décision pour toi-même, pour te lancer dans le monde du trading, puis tu veux suivre des gens qui ont de la crédibilité, juste assure-toi que la personne met de l'éducation de l'avant. Ah, ouais, absolument. Et moi, je dirais que l'éducation, c'est un peu... L'éducation, c'est un petit peu un couteau... Ça peut être un couteau un peu à double tranchant. Quand tu es dans une communauté où tu te fais tout mettre dans la bouche et que toi, tu prends pas le temps de refléter, j'ai réalisé que le challenge vient du fait que à ce moment-là, tu es complètement dépendant. Même si on est en train de te rendre indépendant, tu es dépendant parce que tu n'as aucune pensée critique à faire de la pratique de ton côté. Tu fais juste attendre de venir sur les lives au lieu de prendre l'information puis après aller faire plus de recherche dessus, mettre en pratique, etc. Tu fais juste venir et ouvrir la bouche et attendre que tu te fais nourrir, ce qui est mauvais. D'un autre côté, essayer d'aller en mode complètement autodidacte puis chercher toute l'information de tous les côtés en solo. Si tu sais pas c'est quoi une voiture, là, t'as jamais vu une voiture de ta vie, on t'a jamais parlé de cette quoi, on te prend dans le temps médiéval et tout d'un coup, tu tombes dans un puits d'eau magique et boum, t'arrives en 2024. T'as jamais vu une voiture de ta vie. Tu sais même pas c'est quoi, ça existe pas dans ton monde. Et je te dis, trouve une voiture bleue. Même si tu sais c'est quoi bleu, tu vas jamais trouver une voiture de ta vie. Parce que tu sais pas c'est quoi une voiture, tu sais même pas que ça existe même pas dans ton monde à toi. Donc ça, c'est un truc à faire attention, quelle information tu recherches. Et souvent, j'ai entendu des gens dire « Ouais, mais toute l'information, elle est gratuite. » 100%, man, vous avez 100% raison. Toute l'information, elle est gratuite partout, sur tous les sujets. Toute l'information, tu peux la trouver gratuite sur YouTube. Tu peux trouver toute l'information gratuite que tu veux. Tu ne t'éduques pas avec des gens pour de l'information. Tu t'éduques avec des gens pour du temps. Parce que maintenant, tu peux chercher toute l'information gratuite que tu veux de ta vie et prendre 8-10 ans pour commencer à avoir des résultats, alors que quelqu'un d'autre, il aurait pu prendre 2-3 ans pour apprendre de quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Et le 8 ans que toi, tu as perdu pour avoir des résultats, lui, il a fait de l'argent. So, tu ne payes pas des gens et des coachs, tout ça, pour de l'information. Tu payes des gens et des coachs, tout ça, pour du temps. Et entre vous et moi, qu'est-ce qui vaut plus maintenant? De l'information ou du temps?
Parce que pour moi, la réponse, elle est pas mal simple. De tout le monde qui se dit l'information est gratuite partout, tu as 100% raison. Cependant, tu n'as aucune idée si c'est la bonne, tu n'as aucune idée si elle est filtrée. Et si toi, tu as envie de te casser la tête à perdre 10 ans de ta vie pour avoir les résultats que tu aurais pu avoir en 2, 3, 4 ans parce que tu te fais aider et que tu veux jeter 6 ans aux poubelles ou 8 ans aux poubelles, c'est ton choix. Mais c'est pour ça que tu payes, pas pour de l'information, pour quelqu'un qui peut t'amener là. Tu peux lire tous les livres de droit que tu veux. Va à la grande bibliothèque, là. Dans tous les pays, dans toutes les grosses villes, vous avez une grande bibliothèque. Vas-y, va dans la section de droit puis lis tous les purées de livres qui existent. Ou trouve-toi un bon avocat qui a 20 ans d'expérience, qui est un des meilleurs pour t'enseigner, puis on va voir qui est le meilleur après 5 ans. Quelqu'un qui reste dans une bibliothèque à lire toute l'information gratuite ou quelqu'un qui a passé 5 ans avec cet avocat-là puis qui a peut-être même pas ouvert un livre. Après, le challenge, c'est pas l'information, c'est la capacité de venir implanter, de venir mettre en pratique cette information-là. Et c'est pas juste de la mettre en pratique, c'est de la mettre en pratique de la bonne manière. 100%. Parce qu'après, tu peux avoir l'information puis le mettre en pratique de ton côté, mais tu vas pas nécessairement savoir si ce que tu fais est bon ou si ce que tu fais est mal. C'est le même principe que si tu veux monter le mont Everest. Comme tu dis, tu peux faire l'entraînement que tu veux, tu peux aller chercher l'information que tu veux. Tu as quand même besoin d'un fucking guide pour monter en haut puis redescendre en bas. Puis malgré ça, il y en a quand même qui finissent par crever en haut. Mais il y a cette phrase que les gens disent que je trouve que c'est un des trucs qui crée une des pires croyances du monde. Ils disent « Practice make perfect ». La pratique rend parfait. C'est complètement faux. Il n'y a rien de plus faux que ça. Si tu pratiques comme une merde, ça va pas te donner de résultats. Practice make perfect. C'est faux. C'est complètement faux. Imagine maintenant, je vais au gym, tous les jours je m'entraîne et je fais les mouvements, mais mes mouvements, ils sont mal faits. J'ai les coudes qui sortent quand je bench, quand je squat, j'ai les genoux qui rentrent à l'intérieur, puis je me dis, la pratique rend parfait. Une chance que j'étais là pour te corriger, hein? Mais c'est faux, c'est pas la pratique qui rend parfait. En anglais, moi, ce que j'aime dire, c'est it's not practice that make you perfect. It's perfect practice. C'est pas la pratique qui te rend bon. C'est de pratiquer de la façon parfaite. So it's not c'est pas practice make you perfect. C'est perfect practice make you perfect. Et ça, c'est très important. Parce que assure-toi que ce que tu fais, c'est de la pratique parfaite. Sinon, tu perds ton temps. Une dernière chose, je veux juste ajouter, juste prenez en considération qu'il existe énormément d'informations qui est expirées, tu vois. So, pour toutes ces personnes qui me disent qu'ils sont autodidactes, c'est ça le bon mot? Autodidacte. OK. OK, il y a beaucoup de... C'est bon de l'être, autodidacte. Autodidacte, autodidacte. OK. Juste, t'as besoin à la fin de la journée, tu as besoin d'un guide pour savoir qu'est-ce qui est expiré et qu'est-ce qui ne l'est pas. That's it. Let's go. Sur ce, partagez le podcast si vous avez aimé. Let's get it. Parce que le podcast, il est gratuit. All right? Hey!